Amir Tizi Walou, c'est un jeune de 19 ans, champion d'Europe et du monde avec les équipes de France jeunes, et qui a rejoint pour la première fois cet été l'équipe de France senior lors d'un stage de préparation avant les JO. C'est aussi le premier passeur de Tourcoing, l'équipe en tête du championnat français, qui a réalisé une superbe première partie de saison. Un grand avenir devrait s'offrir à Amir, il est encore jeune et a encore de nombreuses années de volée devant lui, mais qu'est-ce que le futur lui réserve vraiment ? C'est difficile à dire. C'est pour ça que j'étais super content de le recevoir pour le tout premier épisode de mon podcast Tie Break. C'est parti. Ça faisait super longtemps que je voulais revenir à un format un peu plus naturel. Les documentaires c'est bien, mais j'ai toujours aimé un peu cette vibe où on discute et tout. Et je suis très content de recevoir pour ce premier épisode de Tie Break, j'ai pas été chercher le nom très loin, Amir Tizi Walou. Merci Amir d'avoir accepté. Avec plaisir, c'est un honneur. Alors le but c'est que ce soit un peu une discussion. Alors on est dans un beau studio et tout, donc forcément au début c'est un peu déroutant, mais franchement très content de t'accueillir ici. On va parler de plein de sujets. J'ai divisé le podcast en 5 parties, un peu comme 5-7. J'ai vraiment pas cherché loin au niveau du concept, mais je pense que ça parlera à tout le monde. Et pour cette première partie, j'ai envie qu'on parle un peu de ta vie perso. Une question qu'on pose pas souvent, je pense, c'est est-ce que ça va déjà ? Moi, tout va bien. Tout va bien ? Ouais, tout va bien. Je me sens bien ici, à Tourcoing. Enfin, pour parler plutôt du côté volé, à part la météo, mais sinon, sinon aussi, tout va bien. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop le nord de la France, bon, il fait jamais beau, et il fait gris, mais tout le temps, et il pleut tout le temps. C'est toi qui viens de Montpellier en plus. Ouais, c'est un peu compliqué. Il y a un gros choc climatique. Faut s'y habituer, mais après, ça va. Alors, on parle souvent du volley et tout, même moi sur ma chaîne, je parle forcément beaucoup de volley. Mais à côté du volley, est-ce qu'il y a des trucs que toi t'aimes faire en dehors, tu vois ? Parce que c'est vrai que la vie de joueur pro est quand même déjà très dense, mais est-ce que toi, il y a des trucs qui te font plaisir à faire en dehors des entraînements, etc. Bah, perso, j'adore regarder du sport. N'importe quoi, que ce soit du basket ou que ce soit autre chose. Moi, je regarde beaucoup de volley en général, mais j'aime bien le basket aussi, c'est un sport que j'adore. J'aime pas trop rester tout seul chez moi, dans mon appart et tout, je trouve que c'est un peu... sachant qu'ici, dans le Nord, c'est un peu déprimant avec le temps et tout ça, alors si je dois rester tout seul tout le temps, je préfère aller un peu chez des potes à moi ou quoi, parce qu'on habite tous ensemble, en fait, c'est un gros avantage, qui peut être un gros inconvénient aussi, mais pour le moment, nous, c'est un gros avantage d'habiter tous ensemble. Dès que j'ai pas grand chose à faire ou quoi, je vais sonner chez quelqu'un, je passe l'après-midi ou la soirée. Ma journée, elle passe vite, quoi. Mais c'est sûr qu'en dehors, ouais, j'aime bien regarder du sport, des séries. Après, c'est sûr que j'ai mes révisions à côté qui me prennent du temps. Mais ouais, en général, j'aime bien regarder beaucoup de sport. Quand tu dis que t'aimes pas rester chez toi tout seul, j'ai compris pourquoi t'as accepté de tourner un jour de day off. Tu t'es dit, ça y est, l'activité de la semaine. Alors, on va parler de plein de trucs, de ta vie, de ta jeunesse. Même si ça fait un peu partie du taf de journaliste, comment tu te présenterais, toi, en quelques mots ? Parce que moi, je pourrais te présenter, mais comment toi, tu te présenterais, du coup ? Déjà, je dirais que je suis très enfantin. Enfin, j'essaie d'être le moins possible aigri, à être pas content d'être là, pas content de venir à l'entraînement, ou pas content, par exemple, de venir là ou quoi. J'essaie toujours d'être le plus souriant possible, être le plus aimable possible. Mais pour me décrire, je dirais que, ouais, enfantin, ça me décrirait bien. On va parler de plein de choses, bien sûr, de ce que tu fais dans le volley. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, déjà, je mettrai le Instagram à suivre, bien sûr. Il est le passeur titulaire de l'équipe de Tourcoing, actuellement première de cette Marmara Spike League, de la première division en France. Également passeur de l'équipe de France jeune. Il a fait ses débuts un peu en bleu cet été. On va y venir. Mais d'abord, ton histoire, elle commence ailleurs, avec tes parents déjà, et ton papa, qui était volleyeur aussi. C'est ça. Je suis pas convaincu que tu l'aies beaucoup vu jouer, parce que pas trop. Il a quasiment terminé sa carrière quand t'es né, mais il a fait les JO. Ouais, en 92 à Barcelone. Ils ont fini dernier. Voilà, fallait peut-être pas le dire tout de suite. Mais ouais, il a fait les JO du coup à la passe avec l'Algérie. Toi, t'as la double nationalité du coup ? Ouais. Mais j'ai double nationalité, mais par rapport au volley, je jouerai toujours pour la France. Je pense que c'est bien d'un côté culturel d'avoir 2 nationalités. Ça permet d'avoir les avantages et il vaut mieux avoir les avantages que les inconvénients des 2 nationalités. Donc je trouve que c'est un gros point fort. Il y en a qui ont 3, 4, 5 nationalités, je trouve ça incroyable. Donc c'est bien d'avoir plusieurs origines, je pense. Même si tu l'as pas vu beaucoup jouer, parce que quand t'es né, il était en fin de carrière. Toi, t'es né en 2005. Ouais. Ça me rajeunit pas, putain. Et lui, il a arrêté en 2000...
2010, un peu moins, peut-être un peu avant 2010, je pense. Est-ce que le fait d'avoir un papa qui a été professionnel, qui a fait les jeux, quand même, il faut se rendre compte, il a fait les jeux, ça te donne, toi, envie de te lancer dans le volley et de, pourquoi pas, faire carrière, ou c'est deux choses qui sont complètement décorrélées? Quand j'étais plus jeune, tu veux dire Ouais. Bah, quand j'étais plus jeune, déjà, j'avais pas... Enfin, je savais que mon père c'était un grand joueur, parce que partout où j'allais, dès que les gens ils voyaient Tizi Walou ou quoi, j'allais forcément quelqu'un d'une salle ou quoi qui venait me voir, qui me disait ouais, j'ai vu ton père jouer, ça me fait quelque chose de te voir jouer toi, machin. C'est ce qui m'a donné envie de faire du haut niveau, c'est sûr. Parce que bah, bon, tout le monde sait que Enfin, tout le monde sait. Dans le monde du volley, tout le monde sait que mon père a fait du haut niveau et tout ça. Ma mère également a fait du haut niveau, même si c'était pas forcément en France par rapport... parce qu'elle s'arrêtait pour ses études. Mais elle a fait du haut niveau en Algérie, elle a été en équipe nationale et tout ça. Donc je pense que d'avoir deux parents qui sont dans le milieu et qui ont joué en pro, c'est sûr que ça donne forcément envie. Et quand on regarde les plus grands joueurs bah, du monde et spécifiquement français, et la plupart des grands joueurs, il y avait forcément quelqu'un de la famille, ou pas forcément le parent, mais quelqu'un de la famille qui était dans le volley avant, quoi. Donc je pense que ouais, c'est peut-être la chose qui m'a donné envie de faire du volley au niveau. Est-ce qu'il y a cet effet, ah, c'est le fils d'eux, donc il doit performer, tu vois? Est-ce que toi, ça t'a mis un jour une pression ou pas trop? Non, pas trop. Pas trop, je pense, parce que mon père n'a jamais joué pour l'équipe de France, donc c'est sûr qu'il est un peu moins connu que certains anciens joueurs qui sont plus connus que lui en France parce qu'ils ont fait l'équipe nationale, qu'ils ont joué en France plus longtemps, qui sont peut-être été plus connus et tout ça. Donc moi, ça me met pas forcément une pression parce que je sais que les connaisseurs du volley le connaissent, mais je pense qu'il y a certaines autres personnes qui ont peut-être un peu plus de pression que moi par rapport à leur famille. Ouais, je comprends. Ouais, il y a tellement d'exemples qu'on pourrait donner. T'as parlé d'études, parce que t'es Ouais. encore en études. Quand je t'ai proposé ce projet-là, tu m'as dit après les partiels. Est-ce que t'étais un bon élève quand t'étais à l'école? Et là maintenant, qu'est-ce que tu fais en tant qu'étudiant? Ah, mais je dirais pas un bon élève, un mauvais élève, je pense que j'étais plutôt correct, quoi. Ça m'a jamais vraiment... Enfin, moi, ma vie, ça a toujours été le sport. Bah, quand j'étais au collège et tout ça, je faisais pas forcément que du volley. Mais j'ai toujours kiffé le sport et tout ça. Donc, je dirais pas que j'étais un bon élève, ce serait mentir. Je dirais pas que je serais un mauvais élève non plus. Mais en tout cas, ouais, je pense que j'étais Dans la dans la moyenne, quoi. moyenne. Aussi, quand j'étais au lycée, j'étais pas seul, quoi. J'étais à Montpellier, même si j'ai pas fait forcément toute mon enfance à Montpellier. Au lycée, j'étais à Montpellier parce que j'étais au pôle espoir, donc j'étais avec tous mes potes maintenant avec qui je joue encore en équipe nationale ou quoi. Donc c'est sûr que ça m'aidait pas forcément T'étais pas poussé au travail. Ouais, voilà, quand j'étais avec certaines personnes, je dirais pas leur nom, même si je pense qu'ils Ils se reconnaîtront. ils se reconnaîtront. Et là, du coup, maintenant, t'étudies quoi alors? Maintenant, je suis en première année de STAPS. J'ai toujours voulu faire kiné, mais j'ai pas eu les études de kiné sur Parcoursup et tout ça, donc c'était un peu une misère, ça. En Après, parallèle maintenant, du volley. t'as une carrière, donc... Ouais, mais même, je pense que c'est important de faire les deux, même si des fois, ça me rend fou, mais bon, je pense que c'est important. Et du coup, c'était une des questions que je voulais te poser. Tu disais, t'as toujours voulu faire STAPS, t'as toujours voulu faire kiné, pardon. Oui. Si t'avais pas eu le volley, c'était ça un peu ton rêve d'enfant? C'était faire kiné? Non, si j'avais pas fait de volley au niveau, j'aurais fait forcément du médical, je pense. Parce que mes deux frères ont arrêté le sport pour faire des études de médecin. Ma mère est médecin. Je pense que si j'avais pas fait de volley, non, c'est sûr que j'aurais fait quelque chose dans le domaine médical. J'ai toujours aimé rêver être dentiste ou docteur ou quoi. Je pense que c'est de famille, quoi, parce que tout le monde est dans ce milieu-là, dans la famille. Mais moi, c'était plus le volley qu'autre chose, quoi. Autour du volley, justement, alors je parle toujours de l'enfance parce que pour moi, c'est une étape importante, quoi. Est-ce que t'as un souvenir d'enfance qui t'a marqué autour du volley? Alors moi, tu m'en avais déjà raconté un autour de quand ton papa il t'avait emmené à un tournoi à Modène, ou je sais pas, peut-être un match de l'équipe de France qui t'a fait rêver quand t'étais plus petit. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment, un ou plusieurs qui t'ont vraiment marqué, quoi? J'ai jamais vu, quand j'étais vraiment enfant, je suis jamais allé voir des matchs de l'équipe de France. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais déjà un peu plus âgé. Mais quand j'avais 5-6 ans, même quand j'avais 8 ans ou quoi, j'ai jamais allé voir des matchs de l'équipe de France.
Mais ouais, je pense que le plus gros souvenir, c'est quand mon père il m'a emmené, pour mon anniversaire, il m'a emmené à la MoMA Winter Cup à Modène. Ça m'a vraiment. Je pense que j'étais l'enfant le plus heureux du monde ce jour-là. Mais je pense que ouais, c'est mon souvenir le plus d'enfance par rapport au volley le plus fort, je pense. Bah, Ok. c'est sûr même. Donc du coup, t'as vu à l'époque Erwin jouer. Ouais. Et j'avais vu aussi, il y avait Erwin, il y avait Kevin Leroux. Ah, c'était cette saison-là, Ouais, ok, ouais. je pense que c'était les deux seuls Français et qui sont venus nous voir aussi ensuite après le match à l'hôtel. Je crois qu'ils avaient perdu, mais ils sont quand même venus nous voir à l'hôtel, faire des photos, les autographes et tout ça. Donc moi j'étais trop content. Alors là, si on se projette un peu dans le temps, je vais y revenir après, mais t'as fait une partie de la prépa cet été avec l'équipe de France A pour la première fois. Est-ce qu'il s'en rappelle, Erwin, de ça? Ou est-ce que tu lui as dit? Ouais, je crois que je lui ai dit. Je l'avais dit à l'aéroport, je me souviens. J'ai cherché la photo, même en rentrant et tout ça, j'avais cherché la photo, j'avais pas trouvé. Parce que j'avais pas qu'avec lui. J'avais Kevin Chili aussi, j'avais avec Julien Linel, j'en avais plein quand j'étais allé les voir. Mais je les ai jamais retrouvés. Et même des fois, quand je rentrais à la maison ou quoi, avec ma mère, on essaie de les retrouver, mais on retrouve jamais, c'est compliqué. On sait plus sur quel téléphone c'était, sur quel disque dur et tout ça. Enfin, c'est sûr, j'en avais parlé. Et il m'a dit, je crois qu'il s'en souvenait, enfin, qu'il se rappelait, mais s'il devait s'en rappeler comme ça, sans que je lui en rappelle. Il se serait pas souvenu, ouais. 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 T'es sûr que c'est pas toi qui as supprimé l'épreuve des photos parce que c'était l'adolescence ou... Non, j'aurais gardé. Non, parce que j'ai toujours le billet du match avec son autographe. Ok, J'ai toujours. ok. C'est la fin de cette première partie sur l'enfance, et là, on va parler du coup de volleyball. Deuxième partie du coup, deuxième set, si je reste dans la thématique du podcast. On va parler du coup du volley en jeune et de tes débuts en pro. Tu parlais tout à l'heure de tes collègues quand tu étais en centre de formation qui t'ont pas forcément aidé à briller au niveau scolaire. Comment ça se passait un peu le volley pour toi en jeune quand tu étais en centre de formation? Quand j'étais au Pôle Espoir à Montpellier et j'étais pas. Enfin, maintenant en équipe nationale et tout ça, je sais, en jeune en tout cas, je sais que je suis le premier passeur et que je sais que je suis dans la hiérarchie, je sais que j'étais en haut et tout ça. Mais quand j'étais au pôle et tout ça, j'étais pas du tout le meilleur. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que j'étais à mon poste en tout cas. Même en général, niveau volleyball, j'étais pas du tout le meilleur. Bah, je sais qu'en reparlant avec Thibaut Loubert et Simon Rig, là, avec qui je joue, en tout cas, quand Thibaut était au CN et qu'il m'avait vu arriver pour la première fois, il se souvenait de moi parce que j'étais tout long, j'étais grand et il m'a appelé le grand et flasque parce que j'avais poussé vite, j'étais super long, super fin et j'étais très mou, j'étais pas forcément niveau volleyball en tout cas, j'ai jamais été quand j'étais au pôle, quand j'étais au lycée et tout ça, j'ai jamais été le meilleur. Alors, du coup, pour expliquer un peu, pour les personnes qui connaîtraient pas le parcours en général fédéral, des gens qui veulent aller en pro, si t'es repéré, etc., tu fais un pôle espoir, ensuite tu vas au pôle France, au CNVB à Montpellier, et ensuite t'es recruté par un club. Mais toi, pas de pôle France. Non, moi, pas de pôle France, jamais. Même s'il y a des joueurs qui n'ont jamais fait de pôle espoir, qui n'ont jamais fait de pôle France et qui sont arrivés en club pro, genre Trevor Clevenot, je crois qui a fait aucun pôle, ni France ni espoir. Le pôle France, c'est sûr, le pôle espoir, je crois qu'il l'a jamais fait. Il n'y a pas que moi qui suis en pro actuellement ou qui n'ai jamais fait le pôle France. Mais c'est vrai que je pense qu'avant, c'était un peu plus rare de pas passer par le pôle France et d'arriver en pro. Je pense que maintenant, c'est plus forcément une obligation, le CNVB. Même si on a une proposition d'aller au CNVB, on peut pas la refuser parce que c'est historiquement le centre qui a formé tous les meilleurs joueurs tous de les France. champions olympiques maintenant, tous les quasiment, champions ouais. olympiques, voilà. Mais moi, pour ma part, non. J'ai fait 2 ans de pôle espoir. Dès ma deuxième année, je jonglais entre le centre de formation de Montpellier et le pôle espoir. Donc non, j'ai jamais fait le CNVB. Ça a jamais été mon choix. C'est les coachs qui n'ont jamais voulu me prendre. Ils voulaient pas du grand flasque. Voilà, c'est ça. mais je pense que c'est un peu pour ça, c'est que quand j'étais au lycée, quand j'étais au pôle et tout ça, j'étais pas forcément... Quand on voit notre génération maintenant, j'étais pas forcément le joueur qui
qui était le plus clinquant, quoi. J'étais pas forcément celui qu'on voulait prendre. Parce que, bon, j'avais un potentiel, parce que j'étais grand, j'avais déjà, physiquement, j'étais déjà grand, j'avais, je pense, des qualités de passe, même si elles n'étaient pas comme maintenant, même si maintenant elles sont toujours pas parfaites. Mais je pense que ouais, j'ai jamais fait le Pôle France, parce qu'ils ont jamais voulu me sélectionner. Donc j'ai fait une vraie année de centre de formation. Et à ma deuxième année, quand j'ai eu mon bac et tout ça, ma première année d'université, je faisais jongler du coup entre le centre de formation et la pro. Et cette saison-là, du coup, qui était la saison dernière, Ouais. j'ai fait toute la première partie de la saison. T'inquiète, je vais arriver dessus. Est-ce que, avant tu vois, d'arriver à cette partie où tu joues en pro avec Montpellier, est-ce que c'est lourd mentalement de te dire ah putain, ils veulent pas de moi au CNVB? Ouais. Ou est-ce que c'est une motivation en plus, tu vois? Ouais, c'était dur. Parce que je me souviens que quand j'ai su que j'étais pas pris au CNVB, j'étais rentré chez moi parce qu'on était en stage France et j'ai pas été sélectionné pour le championnat d'Europe U18. Donc déjà, gros coup sur la tête parce que c'est vraiment... J'étais dépité quoi, de pas avoir été sélectionné. Et il y a eu quelques rumeurs comme quoi j'étais rentré au CNVB, que les coachs voulaient me sélectionner et tout ça. Donc même si j'ai pas fait le championnat d'Europe U18, j'ai pas été sélectionné, je me suis dit, bon, par rapport à ça, j'ai vite passé, je me suis dit, bon, au moins la saison prochaine, je serai au CNVB, je vais progresser, je vais m'entraîner tout le temps avec les joueurs qui ont fait le championnat d'Europe, machin. Donc j'arrive chez moi, Et au final, et je reçois un appel, et au final, je suis pas pris au CNVB. Du coup, j'étais dépité, je me souviens que j'étais abattu mentalement. Et quand je suis arrivé, mes parents, ils étaient tellement... Ils ont vu que j'étais tellement dégoûté mentalement que ma mère m'a dit qu'elle a forcé mon père à prendre des vacances n'importe où, mais le plus vite possible pour que je parte en vacances avec eux, même s'il n'y avait pas mes deux autres grands frères. Je crois que c'est la première fois que je partais en vacances, qu'on partait en vacances qu'à 3 au lieu d'être à 5 ou à 4. C'est la première fois qu'on partait à 3 et mon père, il s'est débrouillé pour trouver des vacances et tout ça. Donc finalement, on est parti en Égypte. Ça fait 2 semaines, c'était... Et heureux, moi, j'étais trop content de partir, même si j'avais pas fait le championnat d'Europe, c'était compliqué et tout ça. ah, t'avais besoin de couper, quoi. Ouais, j'avais besoin de couper. Mais ça m'a vraiment motivé. Ça m'a motivé. Je pense que le fait de ne pas avoir fait le championnat d'Europe U18 et de ne pas avoir été sélectionné au CNVB, je pense que ça m'a transcendé pour faire une saison la plus parfaite possible après. Et je me souviens que même quand on était en Égypte avec mon père, il y avait une salle de muscu à l'hôtel et je crois qu'on avait pris un ballon. Parce qu'on prend toujours un ballon dans tous les cas. Et on partait le matin, c'est lui qui faisait la muscu puisqu'il était coach et tout ça. Il m'avait coaché quand j'étais plus jeune, donc il était, en plus d'être un ancien joueur pro, il était coach également. Donc il me faisait ma muscu, on faisait beaucoup, il m'a vraiment... J'étais motivé par moi-même déjà de montrer un peu. Ah, il t'a remis dedans, quoi. Ouais, voilà. Déjà de moi-même, j'étais motivé, mais il m'a poussé encore plus. On partait super tôt le matin, on allait en muscu, on rentrait... On allait au petit-déj, ma mère était toujours pas réveillée. On allait... C'était pas les vacances, en fait, Non. en Égypte, c'était un camp d'entraînement. C'était un camp d'entraînement, mais on faisait ça le matin, et après on profitait, on allait visiter et tout ça. Donc, je me souviens que là, c'était très dur, mentalement, mais heureusement que j'étais accompagné. Et du coup, la saison d'après, c'était 2022-2023. C'était l'année de mon bac, ma terminale, et c'est ma première vraie année de CFC. Parce que du coup, l'année d'avant, c'est ce que j'ai dit, je jonglais entre le pôle sport et le centre de formation. Ouais. C'était jamais vraiment... Je faisais 2 entraînements par-ci, 2 entraînements par-là. Le week-end, je jouais pas trop, donc c'était un peu compliqué. En plus, je m'étais blessé, parce qu'il y a une compétition qui s'appelle les Interpôles, qui n'a pas eu lieu quand j'ai fait ma première année de pôle à cause du Covid. Alors pour ceux à qui ça parle pas trop, les Interpôles, c'est tous les centres de formation de France qui se rejoignent et s'affrontent pour une grande compétition, quoi. C'est ça. En fait, aucune Interpôle n'a eu lieu ma première année de pôle. La deuxième année, on a fait les Interpôles Sud. On avait une équipe sur le papier qui était exceptionnelle. On a été catastrophique. Et les Interpôles, les vrais Interpôles, je m'étais blessé au premier match. Du coup, c'était une année très frustrante parce qu'au final,
Je fais pas le championnat d'Europe, je suis pas sélectionné au CN, VB. J'ai eu beaucoup de blessures pendant cette saison. En décembre, janvier, il y avait un tournoi de qualif pour les championnats d'Europe que j'ai pas fait. Et je fais pas le championnat d'Europe, donc c'est sûr que cette année, elle était très compliquée, quoi. Grosse. C'est pas une année à vide parce que t'as pas forcément décidé de le vivre comme ça, mais en tout cas, pas de championnat d'Europe, pas de qualif, blessure, pas de CNVB. Bon, est-ce qu'on y croit encore à ce moment-là, tu vois, de se dire, il y a quand même un truc à faire, tu vois, dans le volley. En fait, pour moi, mon objectif, c'était de jouer en pro. Je sais que j'ai toujours voulu jouer en Italie, dans les meilleurs championnats du monde, mais je me voyais pas. En fait, je me voyais pas déjà à 17 ans l'an dernier jouer en pro. Donc, je savais que j'y arriverais un jour, que ce soit à 17 ou à 32 ans, je m'en foutais, quoi. Je voulais jouer en pro. L'ancien. Je voulais jouer et tout ça. Donc, j'y croyais toujours, même si j'étais vraiment déçu et tout ça. Mais du coup, mes parents, ils m'ont vraiment motivé à m'entraîner à fond, à vraiment être le meilleur, à être tout le temps à 100% cette année-là. Et l'année d'après, c'est là où j'ai eu l'opportunité soit de rester à Montpellier et d'être deuxième passeur de la pro. Et je savais pas encore que c'était Raphaël Corr qui allait venir. Et moi, Raphaël Corr, à ce moment-là, mon père le savait, il me l'a pas dit encore. Et moi, j'avais vu Montpellier-Chaumont et je faisais que dire à mon père, ouais, Corr... c'est un bon passeur et tout. je kiffe comment il joue. Tu sais où il va l'an prochain? Il disait là, je sais pas, je crois qu'il reste à Chaumont, machin. Et au final, quand je fais un peu la réunion avec Gauthier, qui était le coach du CFC, il me dit ouais, il y a le CN qui veulent te récupérer pour la saison dernière. Et j'étais tellement frustré que j'ai pas accepté. Même, je pense que... Non, il t'avait refusé, tu te voyais pas, toi, y aller après, quoi. Ouais, c'est ça. Et en plus, Montpellier, il recrutait un coach italien, donc qui a une réputation de super bien former les jeunes. Donc pour moi, je trouve que ça avait fort pas une grande utilité d'aller dans le genre de CNVB après 2 ans où j'ai bataillé pour y aller et au final, j'ai pas réussi. Donc j'ai préféré rester à Montpellier, faire ma première année de pro. Et ce qui se passe, c'est que Raphaël Corr se blesse l'été avec l'équipe nationale. On arrive en septembre. Lui, il revient en forme, mais pas trop en forme quand même parce qu'il avait des soucis. Donc il s'entraîne, puis il s'arrête, puis il se réentraîne, puis il se réarrête, puis il se réentraîne, puis il se réarrête. Et là, c'est plus du tout la même, quoi. Parce que t'avais signé deuxième, et là on te dit, bon bah c'est toi qui vas jouer. Mais je savais pas, je l'ai pas su très tôt en fait que j'allais jouer. Parce que en fait on commence, Raph il fait quelques matchs amicaux, on tourne beaucoup, ensuite il y a des matchs amicaux, il est pas là. Ensuite c'était le TQO, la qualif des jeux. Du coup, il y a 3 joueurs qui arrivent une semaine avant le premier match. J'ai pas joué avec eux. Parce que la semaine avant le match, on jouait contre Nantes. Le premier match de la saison, je savais pas que j'allais jouer. Enfin, le coach ne savait pas que Raph pouvait pas jouer. On l'apprend genre 2-3 jours avant de partir. Que Raph, il pourra pas jouer. Donc au final, j'ai géré en tant que premier passeur. Je m'étais liquéfié. Parce qu'en fait, quand j'avais joué les matchs amicaux, je me souviens qu'on avait fait un match amical contre une équipe espagnole. Et j'avais été catastrophique. Et je m'étais dit, attends, mais si Rafi revient pas... ça va être dur, quoi. C'est une équipe espagnole, même si c'est une bonne équipe espagnole, on joue Nantes. Premier match de la saison. Le club, il a des objectifs assez élevés. Si Rafi peut pas jouer... ils vont prendre un joker, c'est pas possible. Ils vont prendre un joker médical, c'est pas possible. J'ai pas le niveau et tout. Et j'ai peur parce que je pensais que j'avais le niveau, parce qu'on revenait d'un été parfait, on fait champion du monde, on gagne les Foges, on revient d'un été parfait, quoi. Ça, je vais en parler après, parce qu'effectivement, vous avez eu un gros parcours avec l'équipe nationale jeune. Et du coup, on arrive avec Joris et tout. On arrive plein de confiance. On se dit, allez, on intègre l'équipe pro, c'est compliqué et tout ça. Mais même si on n'est pas titulaire, on peut rentrer, on est capable de jouer, machin. Je fais le premier match amical, deuxième match amical. J'arrive pas, c'est compliqué et tout ça. Après, c'est aussi un autre niveau de jouer en jeune et de jouer en pro, même si c'est des matchs amicaux, et même si c'est, comme tu disais, les Espagnols, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est que je me dis, wow, ok. Même si on n'avait pas forcément l'équipe au complet, parce que
Il y en a qui revenaient tard des TQO, qui ont eu un peu de repos avant de reprendre la saison. Du coup, le premier match à Nantes. Et la première fois que je faisais des passes avec Luca Martilla, qui est venu assez tard, parce que j'ai été à la qualif des Jeux. Et la première fois que je lui fais les passes, c'était le matin du match. Tellement c'était compliqué. Ah, super. Impeccable pour le calage. Tellement c'était compliqué. Ils sont revenus tard. C'était vraiment un bordel, quoi. Au final, on perd 3-0 à Nantes. Mais je fais un bon match. J'étais content. J'avais compris que c'était compliqué, machin. Quand j'étais au bloc et qu'on me tapait dans les mains, j'avais mal, quoi. Alors que c'était l'été d'avant, on avait joué contre des Iraniens qui étaient physiquement très présents, quoi. Ils étaient physiquement très impressionnants. Et c'était pas... Ça frappait, mais bon, je me dis, ça va, c'est comme la Liga, quoi. Liga, Shizeboy m'attaque dessus, c'était pas les Iraniens, quoi. Il y avait vraiment une différence physique, une différence de tout, quoi. Ah, pour ceux qui suivent pas trop le championnat de France, Shizoba, c'était le pointu de Nantes qui a fini 2 fois MVP. C'était toujours l'un des plus gros scoreurs de la Ligue. Mais au final, bon, ça se passe bien. Au final, on perd 3-0. Mais tu fais un match. Mais moi, je pense que je fais un match correct pour un mec de 17 ans. Ouais, je fais un bon match, même si, en final, on perd, mais on prend pas des gros scores. Et je me dis, attends, mais j'ai pas trop la relation avec les joueurs. Au final, on fait quand même un match correct sans avoir de relation avec contre Nantes, qui était vraiment très très fort, ouais. comme favori, quoi. Ouais. Je me dis, ok, pas mal. Donc tu fais une première partie de saison qui se passe bien avec l'équipe. Je mettrai des articles de presse parce que pour préparer l'interview, j'ai retrouvé des articles. On parle de toi comme un jeune talent, une révélation à Montpellier. Ouais, c'est ça qu'on disait. Et puis après, tu pars jouer avec l'équipe de France, faire un tournoi de qualif. Ouais, c'est ça, en décembre. Et après, quand tu reviens, Décembre, janvier. eh ben, tu joues plus. Et le mois de décembre, on avait vraiment un mois de décembre compliqué, parce qu'on avait joué Paris, Chaumont et Tourcoing. Donc je crois qu'on avait perdu contre Paris, contre Chaumont et contre Tourcoing. Moi, j'étais encore titulaire à ce moment-là. C'est le seul match, le match avant de partir au qualif, c'est le seul match que j'avais pas commencé, contre Tourcoing. C'est assez marrant. Et contre Tourcoing, on perd 3-0 ou 3-1, je crois. Donc 3 défaites d'affilée. Nous, avec Joris, on part. L'équipe, du coup, joue contre 7, je crois. On perd contre 7. Du coup, 4 défaites d'affilée. C'était un peu compliqué. Au final, on était descendu dans le classement, mais on n'était pas si bas que ça. Ouais, quand t'es premier... Ouais. On n'était pas forcément... On n'a jamais été premier de la Ligue, mais... On avait perdu 4 matchs d'affilée, mais on était encore 5e ou 6e. Ouais, c'est ça. Yes. C'était très correct. On était dans le haut tableau des playoffs. On avait perdu 4 matchs d'affilée. Raphaël Corr revenait de... C'est les premiers matchs qu'il jouait. Donc c'est sûr que quand lui, il joue pas depuis 6-7 mois, il y a un rythme à reprendre et tout ça. Donc au final, nous, avec Joris, on suit les résultats de loin et tout ça. On n'est pas forcément très... on n'est pas très inquiet, quoi. Parce qu'on se dit, bon... Ça va, on a eu un mois compliqué, on n'est pas trop en confiance, ça va revenir et tout ça. Même si nous, on se dit pas quand on va revenir, ça va être mieux. On se dit, on va revenir, on va jouer, on va commencer la Coupe de France parce qu'elle est 8e arrivée quand nous, on est pile qu'on est arrivé. Enfin, à ce moment-là, je m'entendais vraiment bien avec tout le monde dans l'équipe, mais avec un joueur en particulier, avec Luca Martilla, on s'entendait vraiment bien, quoi. On était vraiment tout le temps ensemble et tout, on s'entendait vraiment bien. Et il m'envoie un message, alors que nous, on est en Allemagne pour la prépa pour la qualif au championnat d'Europe, ouais. Là, je pense que j'ai toujours le message, là. Il me dit... tu l'as screen carrément. On n'a plus de coach. Je dis quoi? Il me dit, ouais, le club a viré Lorenzo Tubertini. Parce que le coach s'appelait Lorenzo Tubertini. Il m'a dit, ouais, ils ont viré Lorenzo. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, ouais, pour le moment, on n'a pas de coach. Et c'était Loïc Lemarec, du coup, qui était coach adjoint à ce moment-là, qui fait les entraînements et tout ça. Nous, on n'était pas encore là avec Joris. Donc on arrive avec Loïc Lemarec comme coach principal, du coup, parce que le club a refusé d'acheter un nouveau coach. On est passé avec du coup notre coach adjoint, notre ancien coach adjoint en coach principal, et du coup Gauthier, qui était le coach du CFC, qui est passé coach adjoint. Et au final, on finit la saison comme ça. Du coup, tu joues plus beaucoup sur cette deuxième partie de saison, voire quasiment plus. À partir de quel moment tu dis... il faut que pour la saison prochaine,
je trouve un club qui me fasse confiance, quoi. Je dis pas que Montpellier te fait pas confiance, mais un club qui t'offre, qui te fasse confiance pour jouer premier toute la saison, quoi. Bah, moi, c'est sûr que j'aurais voulu rester à Montpellier. C'est là où j'étais proche de ma famille, je connaissais tout le monde, je connaissais l'environnement, je connaissais la ville, je connaissais vraiment. J'avais fait 4 ans à Montpellier, et j'étais chez moi, quoi. Et je voulais rester à Montpellier, mais je me dis que le coach qui me faisait confiance à 1000% s'est fait virer du club. Même si je m'entendais très bien avec tout le monde, je me dis, en tout cas, je le sens mal. Je me dis, et l'an prochain, Montpellier me propose d'être sur le banc encore. Enfin, sur le banc, pas forcément sur le banc, mais d'avoir en tout cas Raphaël Corr en tant que premier passeur. Pour moi, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose, parce que j'avais fait. Déjà, quand j'étais revenu et que j'avais fait 1 mois sur le banc, j'étais comme un fou, quoi. J'en avais marre d'être sur le banc, je voulais jouer et tout ça. Et à la fin de la saison, je devenais fou, quoi, de rester sur le banc et tout ça. J'ai été sur le banc toute ma vie, et quand je commençais à jouer et que je commençais à vraiment exploser, bah, au final, je suis revenu à la case départ. Donc je me dis, si je refais 1 an sur le banc, et imaginons que Raph, il explose la saison, il joue vraiment super bien, bah, je vais faire une année blanche encore, quoi. C'est pas ce que je veux. Et si on se projette un peu maintenant, c'est un peu le cas. Genre, Raph, il fait une très bonne saison. Ouais, Raph fait une très bonne saison. Montpellier est dans le haut du classement. Donc, mais, bon, si j'avance un peu, parce que ça fait déjà 40 minutes. Hein. Je sais pas si on se rend compte, ça passe super vite. Ça passe super vite. Hein. Donc, tu signes à Tourcoing. Ouais. Premier passeur. Si on regarde les résultats, pour le moment, bon, ça se passe relativement bien. Une seule défaite, en championnat, je veux dire. Ouais. Au moment où on enregistre, une victoire hier pour le premier match de Coupe de France que vous jouez, pour les 8e. Donc une qualification en quart. Bon, premier passeur, ça se passe pour l'instant. Pour le moment, ça se passe bien. Et Tourcoing, on fait un gros coup de poker en proposant un contrat en tant que premier passeur. Pardon. Ils ont fait un gros coup de poker en essayant de me recruter. Moi, je trouve que le projet était très intéressant. Bon, au final, l'argument principal, c'était qu'on ait la nouvelle salle, qui était un peu la salle historique du club. Bon, au final, ça s'est pas trop passé comme on le voulait. Il n'y a pas eu la salle. Ouais, ça s'est pas forcément passé comme on le voulait. Donc là, on est toujours au Vélodrome à Roubaix, mais tout se passe bien. J'ai eu des super échos sur le staff, parce que je trouve que en tant que jeune joueur, c'est important d'aller dans un club ou de changer d'équipe avec au moins un bon coach principal et une bonne préparation physique, quoi. Donc je pense que c'est super important. J'en avais parlé avec mon agent, mes parents et tout ça. Et j'ai entendu que des bonnes échos sur Dorian Rougeron, sur le staff à Tourcoing, sur Gaël, sur Guillaume. J'ai entendu que des bonnes choses. Quand on me dit, ouais, on peut garder Pablo Coucartier pour la saison prochaine, on va construire une belle équipe, on vise le haut du classement, on vise d'être champion. Je me dis que... Bah, c'est surtout avec toi en tant que premier passeur, on vise d'être champion, quoi. On vise d'être champion, donc je trouve que c'est un projet qui est un peu... qui est pas risqué, enfin, dans le sens où l'équipe a été super bien construite autour de moi pour bien m'aider, malgré que maintenant j'ai 19 ans, mais au début de la saison j'avais 18 ans. Je me dis, bah, ils ont pas peur quand même de viser le titre avec moi à la passe, quoi. Alors que c'est un peu le rôle clé d'une équipe, d'être passeur. Donc j'adore le projet, et moi je trouve que c'est vraiment un truc qui peut vraiment me correspondre. Qui pour le moment me correspond bien, mais j'ai entendu beaucoup de vents, de gens. Enfin, j'ai entendu des choses sur moi, comme quoi, vu que j'ai très bien joué l'an dernier, la première partie de la saison, est-ce que je vais être capable de jouer aussi bien toute la seconde partie, parce que pour le moment, j'ai jamais fait de seconde partie de saison. Ah, ils pensent que t'es un joueur d'hiver, quoi. Ouais, Qui joue de septembre à décembre, et après ça change tout. Donc j'ai entendu pas mal j'ai entendu pas mal de choses sur moi, donc par rapport à ça. Donc c'est sûr que pour le moment, c'est encore le point d'interrogation, parce que on a super bien joué avec l'équipe jusque maintenant, et la deuxième partie de la saison a commencé, et on a gagné le premier match de la deuxième partie, mais il faut encore prouver, il faut encore montrer que... Et là, encore plus, parce qu'on est premier. Donc, continuer sur notre lancée et faire encore mieux que la première partie de la saison.
C'est aussi une expérience en Coupe d'Europe, cette année où tu joues du coup. 2 premiers matchs contre Panathinaikos, l'équipe grecque. En plus, j'ai l'image parce que j'avais filmé ce jour-là. Je savais que je voulais faire une vidéo avec toi et je commentais pas le match. Du coup, je me suis dit, bon, je vais en profiter pour prendre des images. Tu gagnes 3-2, tu finis le match avec un ace à la maison. Ouais. Je pourrais te la filer, la vidéo. et après, vous affrontez Lublin, l'équipe polonaise. Alors, pour ceux qui ne suivent pas trop, c'est une équipe du coup du championnat de Pologne, qui est un très gros championnat, avec notamment Wilfredo Leon. Alors maintenant, il prend de l'âge, hein, Leon, il commence à vieillir un peu. C'est plus le Leon de Kazan, mais quand même, ça reste Wilfredo Leon. Vous perdez le premier match là-bas en Pologne. Ouais. À domicile, vous perdez le premier set, vous gagnez le deuxième. Ouais. Et dans le troisième set, vous êtes en train de mener. 15-9. 15-9. Et il y a Léon qui arrive au service. Vous essayez de couper cette série de services de Léon et... Impossible. Et impossible, quoi. Impossible Léon a fait du Léon et au final, vous perdez le set. Et en fait, il fallait absolument que vous gagniez... Vu qu'on avait perdu au match série 3-1... Il fallait que vous gagniez 3-1. Il fallait gagner 3-0 ou 3-1 et on avait quand même un golden set à gagner après. Donc c'était vraiment un gros challenge de gagner le match. Et on perd le premier set, on se fait rouler dessus. On joue vraiment mal, on est vraiment nuls. Pour l'anecdote... Pour le coup, on est vraiment nuls. Moi, je l'ai pas vu le premier set parce que moi, j'étais parti chercher la voiture avec laquelle je t'ai amené ici. Du coup, je suis arrivé au moment où vous gagnez, je me suis dit, putain, il y a un truc à faire là. Et ouais, le deuxième set, on joue bien. C'est tendu jusqu'à la fin. Et au final, on gagne ce set, serré et tout ça. Bah, on se dit, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire. La salle, c'était plein, c'était en feu, machin. On commence fort le troisième set. Et du coup, 15-9. Enfin, 15-10 quand lui passe au service. Et bah là, pour le coup, il a éteint tout le monde. Il nous a éteint. En fait, c'était vraiment. Et il a vraiment servi la foule. Il a servi 10 fois sans faire de faute, ce qui est vraiment dur en fait de servir. Déjà au volley, servir 10 fois en ayant une intensité moyenne sans faire de faute, c'est compliqué. Mais là, il a servi 10 fois max, quoi. L'intensité à laquelle il a servi, c'était exceptionnel, quoi. Donc 15-11, 15-12, 15-13, 15-14, 15-15. Moi, je me dis, c'est pas possible, il va faire une faute. Même si on passe derrière eux au score, je me dis, même s'il fait la faute à 15-18 ou à 15-17, on a joué tellement bien avant qu'on est capable de remonter, sachant qu'on était derrière. Au deuxième set, on était plusieurs fois derrière. On est remonté, je me dis, s'il fait la faute, on va remonter, on peut gagner le set. Sauf que le problème, c'est qu'il a jamais fait la faute. Sauf que le problème, c'est qu'il a jamais fait la faute. Et on a eu 2-3 occasions. On a eu une occasion à 15-11 de couper sa série. On l'a pas utilisée. On a eu deux autres occasions après qu'on n'a pas utilisées non plus. Et au final, on arrive à tourner la série, mais 10 points après, quoi. Donc c'était... Mentalement, c'était déjà dur, quoi. C'est dur de se dire, tu mènes 15-10, il y a 21-15, c'est toujours possible de gagner. Sachant qu'on a eu 2-3 occasions qu'on aurait dû saisir, qu'on n'a pas réussi à saisir. Donc mentalement, ça fait mal. Au final, on perd le troisième set. Et donc là, c'est élimination, ouais, on s'est fait éliminer. Fin de parcours, fin de la Coupe d'Europe. Ça fait qu'il vous reste que la Coupe de France et le championnat à jouer. Bon, après, pour donner un peu de détails à ceux qui vont regarder ça, s'il y avait eu la Coupe d'Europe en plus, ça fait vraiment un calendrier qui est très très chargé, quoi. Par exemple, en novembre, on a joué 8 matchs, je crois. Je sais plus trop, mais entre 6 et 8 matchs. Une moyenne de 2 matchs par semaine, ce qui est énorme. C'est énorme, quoi. Puis c'est pas que jouer des matchs à la maison, c'est se déplacer, c'est aller en Grèce, en Pologne. Non, c'est vraiment lourd. On vient de terminer cette deuxième partie. Il y en a encore 3. Je crois qu'il y a personne après ça. On peut prendre. Après, c'est avec toi en montage, ça va être compliqué, quoi. Moi, ça va, mais on va se faire engueuler par le studio. Mais on va passer, du coup, juste après, à cette troisième partie. Je vous interromps 2 secondes, encore une fois je tiens à remercier mon partenaire Vbet qui me permet de produire ce genre de contenu très quali. Pour celles et ceux qui veulent parier sur le volley, n'hésitez pas à vous inscrire et mettre mon code LVF10 pour avoir un bonus à l'inscription. J'échange souvent avec eux et ils ont vraiment à cœur de développer le volley, donc ça fait trop plaisir. Et en plus, ils me permettent de produire ce genre de vidéos là, donc ça tue. Bref, merci à eux et c'est reparti pour le podcast.
Début de cette troisième partie, ce troisième set, on en a pas trop parlé, on l'a rapidement évoqué. On va parler un peu de cette équipe de France, que ce soit la senior ou la senior pardon, ou l'équipe de France jeune. Donc là, on revient quelques années en arrière par rapport à la temporalité de Tourcoing, mais comment ça se passe cette première sélection en équipe de France jeune? Comment t'apprends la nouvelle? Qui est-ce qui t'appelle? Et surtout, qu'est-ce que ça fait, quoi? J'ai été sélectionné pour le WEFSA U17 ou U16, je sais plus, c'était les premières catégories, quoi. Je crois que c'était U17 ou quelque chose comme ça. La génération U17 avant nous avait fait champion d'Europe. Avec, il y avait Natacha Boissan, Elie Reynaud, Nathan Canovas, enfin j'en oublie, Simon Magnien et tout ça, je pourrais tous les dire, mais j'en oublie. Du coup, déjà un peu de pression, même si, déjà, faut se qualifier. Du coup, je suis sélectionné et tout, mais je l'ai appris de la façon la plus nulle possible, je pense. Je crois que j'avais le Covid. C'était au moment Covid, j'avais le Covid, j'étais cloué dans ma chambre, j'avais pas le droit de sortir. Mes parents sont un peu âgés, ma mère est médecin, du coup elle connaît la gravité qu'avait la maladie à ce moment-là. Ma mère a des maladies, elle a le diabète, du coup elle est immunitairement un peu plus faible, mon père est un peu âgé également. Du coup j'avais pas le droit de sortir, pas le droit de sortir de la chambre. C'était confiné max, quoi. Confiné, je sortais le matin pour aérer, ils rentraient avec masque, gants, lunettes, ils rentraient avec l'équipement entier. Donc c'était un jeu d'horreur, quoi, vraiment. Voilà. Et j'apprends, en fait, je crois que c'est Joris qui me l'apprend. Et il me dit, ouais, t'as été ajouté sur le groupe WhatsApp France U17 ou je sais plus quoi. Et je lui dis, ah ouais, machin. Et je lui dis, ouais, j'ai pas vu. En fait, j'avais pas l'application WhatsApp. J'avais pas WhatsApp parce que j'avais dû supprimer ou un truc comme ça parce que mon tel, c'était vraiment de la merde. Et au final, j'ai dû négocier avec mon père pour avoir le téléphone de ma mère ou je crois son deuxième téléphone du travail ou un truc comme ça pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'avec la maladie et tout, je lui dis ouais, je crois que je suis en équipe de France et tout. Et au final, il me laisse utiliser. J'installe WhatsApp. Et au final, je vois que je suis sélectionné et j'étais trop content. J'ai sauté de partout. J'ai couru de la maison. J'avais pas le droit de sortir. Allez, hop, le virus partout. J'avais pas le droit de sortir. Du coup, je cours dans le salon. Je dis ouais, regarde et tout. Je regarde, lui montre le WhatsApp. Je lui fais regarde, machin, j'ai été pris et tout. Il me dit t'enflamme pas, tant qu'on n'a pas de convocation par mail de la TTN, t'es pas en équipe de France. Froid, hein, comme d'hab. Enfin, mon père est très froid. Du coup, il me le dit. Allez hop, ça redescend tout de suite. Je redescends direct. Et rends-moi mon téléphone, s'il te plaît, maintenant. Du coup, au final, j'ai été sélectionné. Je fais le premier stage et tout, stressé. J'étais vraiment tendu. Stage en équipe de France et tout. Je connaissais 2-3 mecs. Donc au final, moi j'arrive, je suis un peu le nouveau. Je suis là. Au final, je suis sélectionné pour le WEFSA. Et au final, on fait la compète et ça se passe pas très bien. On fait 3e, on se qualifie pas au championnat d'Europe. Et après, du coup, deuxième tournoi de qualif qui s'appelle le TQCE. On se qualifie pas non plus. Perd contre la Lettonie. Du coup, pas de championnat d'Europe. Alors que la génération d'avant était championne d'Europe, ouais. Si j'avance un peu, alors, ça commence à bien se passer. Vous faites des compètes que vous gagnez et pas n'importe quelle compète, quoi, pour les jeunes. C'est ça. Mais avant, cet été... magique, quoi. Ouais, avant l'été doré où on gagne tout. Il y a eu l'été où j'ai pas été sélectionné, où ils font médaille d'argent au championnat d'Europe U18. Et du coup, arrive cet été-là. Donc là, vous faites, pour revenir sur les compètes, vous champion du monde, quoi. Le premier titre, déjà, de la France en tant que championnat du monde. Alors oui, c'est un titre en jeune. En salle, ouais. En salle, parce qu'il y avait eu Arthur Canet et Théo Rotard qui avaient fait champion du monde de beach. Toi, t'avais chopé un titre de meilleur passeur. Meilleur passeur, ouais. Meilleur passeur de la compète. Et ensuite, après, il y a les championnats d'Europe 2024, donc l'été après, et que vous gagnez. Cette année-là, on en a... Enfin, moi, personnellement, j'en ai fait 2 avec d'autres joueurs de ma génération. On en a fait 2. On a fait le championnat d'Europe U22 et le championnat d'Europe U20. Et avec la génération U22, du coup, c'est la génération qui a fait championnat d'Europe en U17. Ouais. Et cette génération-là, elle a fait championne d'Europe en U17, mais elle a eu beaucoup de mal. Enfin, en tout cas, elle n'a rien gagné après. Ils sont plus qualifiés au championnat du monde. Ils ont excellé en jeunes. Et ensuite, ils ont eu un passage à blanc où ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait de podium, ils ne sont pas qualifiés au championnat du monde. Donc c'était très compliqué pour eux. Et au final, pour eux, c'était leur dernier championnat d'Europe
que j'ai Jeune, ouais. en jeune, ouais. Enfin, que moi, personnellement, j'ai fait, qu'on a gagné. Et au final, on bat les Italiens encore. En finale. Ouais, surtout que l'Italie, ils ont aussi une génération très Voilà. très forte, quoi. Alors, je sais pas si dans les commentaires, les gens et sur la chaîne, ils regardent beaucoup les compétitions jeunes. C'est vrai que c'est un peu moins suivi, Ouais, un peu c'est moins suivi. un peu moins diffusé aussi. Mais l'Italie, C'est c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est vraiment. Bah, en jeune, je pense que ça a toujours été la rivalité entre les Français, les Italiens, les Bulgares. Enfin, en Europe, en tout cas. Et après ça, place du coup à notre championnat d'Europe à nous, U20. On était les surfavoris, super favoris. Tout le monde pensait qu'on allait gagner. Au final, bon, on l'a gagné. Mais on n'a pas perdu. Par exemple, notre génération, on n'a pas perdu depuis. Depuis un bail. La dernière défaite, c'était en U18 quand ils ont perdu la finale. Bah, du coup, en U22, t'es MVP, je crois. Ouais. Et meilleur passeur, Et du meilleur coup. passeur. Et U20, pareil, vous gagnez tout. Et encore MVP. Ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est est-ce que tu sens que t'es au-dessus en termes de niveau de jeu? Tu sais Ouais. Quand tu joues, tu te dis, ouais, ok, c'est ma zone, pas ma zone de confort, mais je suis bien, quoi. Ouais, je pense que déjà, on a la chance d'être plusieurs à jouer en pro, alors qu'on jouait sans Joris, quoi. Donc, qui est offensivement un des meilleurs attaquants de l'équipe. Donc, on joue sans lui, on gagne quand même. Et je pense que déjà, ça fout un coup aux autres équipes. Je veux dire, ils ont même pas tous leurs joueurs et ils gagnent quand même. Mais je pense que aussi, c'est un peu psychologiquement. On sait qu'on est au-dessus par rapport à beaucoup de choses, donc quand mentalement ça tourne bien, c'est sûr que sur le reste ça tourne parfaitement. Et au final, ouais, on n'est pas forcément au-dessus, je pense, de certaines équipes, dans notre génération, je veux dire, mais dans certains domaines, je pense qu'on est un peu plus complet. Et on n'a pas vraiment de trous, de points faibles dans notre équipe, alors que certaines équipes ont des points faibles à certains postes qui font que. Au lieu que leur équipe soit très complète et très stable, elle est bien. Ouais, ils ont des zones de creux, quoi. Ouais, elles ont des zones de creux et qui fait que l'équipe joue bien pendant un set ou deux sets et qu'après, ça tombe et qu'au final, nous, vu qu'on continue sur le même niveau de jeu, c'est pour ça qu'on gagne, je pense. Ensuite, ça va être l'une de mes dernières questions de cette partie-là. Cet été, l'été qui vient de passer, du coup, 2024, t'intègres pour la première fois le groupe France A, du coup, le premier groupe avec Antoine Brizard, avec Benjamin Tognuti pour les autres passeurs qui sont là. Qu'est-ce que ça fait et surtout, quel rapport, toi, t'as à ces joueurs-là qui sont en équipe de France depuis plus de 10 ans? Quand t'arrives, t'étais fan un peu quand t'étais petit Déjà, quand j'arrive en dernier. C'est-à-dire que le stage a commencé le lundi et moi, je sais pas pourquoi j'arrive le mardi. Mais moi, j'ai peur d'arriver en dernier, en fait. C'est ça le truc qui me fait peur, c'est que je me dis, je vais arriver. Je me dis, imagine, j'arrive pendant le repas, je rentre dans la salle et je vois, ils me regardent tous comme ça. Qu'est-ce que je dis? J'étais stressé. J'avais envie qu'une chose, c'est que le train ait du retard, en fait. Pour arriver à 15h et que tout le monde soit dans leur chambre et que j'arrive un peu en soum-soum et que j'arrive pour l'entraînement et que je me présente et tout ça. Donc au final, j'arrive. C'était pas pendant le repas, ça va, j'arrive en soum-soum comme je voulais. Il y avait Joris Sedji qui était lui aussi avec Léa. Et je lui dis, attends-moi devant l'hôtel, s'il te plaît. Attends-moi devant l'hôtel et tu rentres avec moi et on va manger ensemble et tout. Du coup, il m'attend, on mange ensemble, je dis bonjour au staff, au coach, au manager général. L'arrivée à l'entraînement, j'ai cru que j'allais tomber. J'avais les jambes qui tremblaient parce que je devais dire bonjour à tout le monde et que de base, je suis un peu introverti et que là, par exemple, quand j'arrivais avec Tourcoing au début de la saison, je connaissais pas grand monde et c'était un peu compliqué. Je suis pas très ouvert dès le début, quoi. J'ai un peu du mal. Là, heureusement qu'il y avait Joris. Et du coup, l'entraînement et tout ça, après, quand tu fais du volley, même si c'est avec des mecs que t'idolâtres, ça se passe plus facilement, quoi, vu que c'est ton domaine à toi. Ouais, bien sûr. Ça se passe un peu plus naturellement. Donc au final, ça se passe bien. Tonichi n'est pas encore là, parce qu'il a eu une saison très lourde avec son club en Pologne, avec la Champions League et tout ça. Et de base, Raphaël Corr, du coup, devait faire la prépa, sauf que, du coup, encore par rapport à ses pépins physiques et tout ça, ça devait être Anatole Chaboisson, du coup, à sa place.
Et Natacha Boissan aussi a eu des pépins physiques, il a eu des gros problèmes physiques. Du coup, je suis parti à sa place. Du coup, j'étais remplaçant du remplaçant. Et au final, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est sûr que j'étais vraiment stressé. C'était dur, quoi. Mais avec les joueurs et tout, je pense que ça va. Moi, je me rappelle, parce que là, on avance un peu dans le temps, du coup, tu fais la prépa, et il y a un match amical à Orléans, là où il y avait eu la VNL la saison d'avant. Et c'était France-Pays-Bas, du coup. Un match de prépa avant les JO. Waouh, quoi, qu'est-ce que ça fait d'être tu vois, devant la salle qui est pleine. En plus, c'est une superbe salle, c'est la salle Comète à Orléans. Et première Marseillaise avec le maillot de la A, avec tous les mecs à côté. J'ai l'image en plus où t'es en train de chanter, donc je la mettrai au montage, mais... Tout le monde m'avait dit que je ferais le match, mais j'étais pas sûr parce que même si c'est un match amical et que les équipes font ce qu'elles veulent, c'est de prendre 10 joueurs, elles font ce qu'elles veulent. Normalement, t'as une limite de joueurs à avoir. Et j'avais peur vu qu'il y avait Tonucci qui était revenu, et du coup il y avait Tonucci et Brizard, j'avais peur de pas faire le match, en fait, d'être derrière, dans les tribunes. Ouais, dans les tribunes, être avec le statisticien, ça et tout. Et au final, je fais le match. Et j'étais trop content et tout, même si je savais que j'avais pas joué. J'ai fait un service, je l'ai envoyé 4 mètres de là. J'étais stressé, je pensais pas que j'allais jouer. Et du coup, quand on m'a dit que je devais rentrer au service, je l'ai su, mais 1 minute avant. Du coup, je me suis chauffé en speed. J'ai fait un service horrible. J'étais stressé, j'avais honte de moi après. De dire qu'il y avait tout le monde qui avait applaudi et tout pour m'aider. Et je passe au service, j'envoie cette bouse out. Du coup, j'étais un peu... j'avais un peu honte de moi. Mais au final, j'étais trop content parce que c'était mon premier... C'était pas forcément officiel parce que c'est un match amical, mais c'est mon premier vrai match avec le maillot des A, avec faire la Marseillaise avec Léa. C'est sûr que c'est... Et surtout avec toute la salle pleine, c'est différent que de le faire avec mes potes en jeu. Même si j'ai rien contre eux. Mais c'est sûr que c'est... Non, mais l'ambiance n'est pas pareille, bien sûr. Ouais, c'est un peu plus officiel, quoi. Ok, fin de cette 3e partie, on en a encore 2 à faire. Hein. On avait réservé jusqu'à 16h et 15h55. Mais on va allonger un peu. Début de cette 4e partie, c'est une partie que j'ai intitulée Avenir, parce que t'es encore super jeune. T'as 19 ans là maintenant, t'es né en 2005, on l'a dit au début. Il y a des propos de Gianni qui parlent de toi, est-ce que tu les as vus? Le coach des Bleus. Je crois que je l'ai pas lu, mais je l'ai vu passer. Je l'ai pas lu, c'était en italien, j'ai rien compris. J'ai essayé de... Alors il disait, à propos d'Amir, au-delà de ses qualités techniques et de son talent, c'est son caractère qui se distingue, car il aide tous ses coéquipiers. À mon avis, pour le rôle qu'il occupe, le caractère doit être sa première qualité. Alors, si on se projette un peu, il est où l'avenir d'Amir Tizi Walou en équipe de France? Il est où? Je sais pas, j'espère le mieux possible, mais... Il est où dans le sens des objectifs, tu parles? Ouais, qu'est-ce que toi t'aimerais, quoi? Moi j'aimerais tout jouer, c'est sûr. Même si, par exemple, les prochaines compétitions, il y a... nous, on a notre championnat du monde en U21, et il y a aussi le championnat du monde senior. C'est sûr que le championnat du monde senior... En fait, je le vois pas trop comme un objectif, parce que je me dis... Moi, mon objectif, c'est de gagner le championnat du monde U20 et de U21. Et avec notre génération, ce sera notre dernier compétition internationale, parce qu'après les générations vont changer, il y aura des changements bizarres. Du coup, c'est notre dernière compétition, faut garder notre titre. On est les favoris, encore une fois. Donc moi, j'ai plus l'objectif de gagner cette compétition-là, et de possiblement d'avoir la chance, de jouer le mieux possible en saison pour avoir la chance de jouer à la VNL. Je me mets plus cet objectif-là que d'être dans le groupe pour le championnat du monde senior, parce que je sais que c'est la seule compétition qu'ils n'ont pas gagnée. Et pour certains, je pense que la fin de carrière est assez proche. Ouais, international en tout cas, c'est sûr. Oui, pour le coup international, je me dis que même si je fais une saison extraordinaire et que on perd pas un set de la saison, même si on gagne 25-0 à tous les matchs, je me dis que dans tous les cas, ça dépend pas de moi, parce que c'est leur dernière compète, et que cette dernière compète, elle est plus sentimentale, dans le sens où ça sera peut-être la dernière compétition d'une génération qui joue 10 ans ensemble, quoi. C'est ce que j'allais dire, ça me donne des frissons carrément de me dire que ça y est, tu vois,
bah, c'est la fin qui arrive, quoi. C'est sûrement être la fin pour eux. Donc je me mets pas trop comme objectif. C'est sûr que si j'ai l'opportunité de faire partie de ce groupe-là, bah, je dirais pas non. Personne dirait non. C'est sûr que je veux faire le championnat du monde senior, je veux faire le championnat du monde du 21. Je le veux. C'est un désir que je veux faire. Mais le championnat du monde senior, c'est plus complémentaire qu'un vraiment un objectif de maintenant, quoi. Ouais, parce que je me dis que ça dépend pas forcément de moi, quoi. Alors, une saison de volley, c'est pas que l'équipe de France, hein, il y a la saison en club. Obligé un peu de parler d'avenir. Comme je te disais, parce qu'on en a parlé avant nous en off, bien sûr, et vous aurez pas tous les détails de nos conversations. Qu'est-ce que toi t'aimerais là sur les années à venir? Est-ce que tu dois plutôt un peu rester en France ou est-ce que t'aimerais bien... Enfin voilà, c'est quoi tes objectifs en club de carrière? Qu'est-ce qui te fait rêver? Tu disais tout à l'heure, j'aimerais jouer dans les plus grands championnats du monde, mais... Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est de tout gagner. Bah, déjà, de gagner avec des champions, j'aimerais tout gagner, même si c'est un objectif super vague et super indécis. Mais en fait, je me dis que partout, dans n'importe quel championnat où je veux aller, que ce soit le français, l'italien, le polonais, si un jour de ma carrière, j'irai autre part. Déjà, j'espère que je pourrai jouer dans un des deux championnats que j'ai énoncés plus tôt. C'est vrai que j'aimerais gagner. Je me dis pas... Je pense que quand un sportif, un compétiteur ne se dit pas je vais dans un championnat pour faire partie du championnat et pour juste jouer, quoi. Si j'ai envie d'aller jouer dans un championnat étranger, c'est d'y graver mon nom, quoi. Donc c'est sûr que j'ai envie de graver mon nom partout où j'irai. Pas dans le sens d'être arrogant et je veux que tout le monde me connaisse, mais dans le sens de marquer un peu ce que je veux gagner et ce que je veux faire, quoi. Alors, je sais pas à quel point t'as envie de parler de ça ou pas. Encore une fois, je vais pas te mettre dans la merde avec la question, t'inquiète. Mais il y a toujours ces énormes différences en termes de tout, en fait, quand tu changes de championnat, de salaire, de médiatisation, de professionnalisation, d'attrait du public. Moi, j'essaie toujours un peu de l'expliquer, ça, cette différence, mais toi, de ton point de vue de joueur, à quel point comment tu l'expliquerais? Enfin, pas comment t'expliques la différence, mais à quel point c'est différent, tu vois? Bah en fait, c'est un couteau à double tranchant, je dirais. Parce que certes, la médiatisation est plus forte, la monétisation est plus forte également. Il y a tout qui est forcément mieux à l'étranger que dans les championnats étrangers, enfin dans les meilleurs championnats étrangers, pas tous. Ouais, bien sûr, tu vas en Espagne, c'est pas mieux qu'en France, hein, c'est clair. En fait, c'est un couteau à double tranchant parce que si tu vas là-bas, c'est sûr que tu gagneras plus. Les gens, les spectateurs et tout, c'est la culture, le volley là-bas. Donc ils te connaîtront, ils s'attacheront en fonction de comment tu joues, de tes résultats. La monnaie est plus forte, donc qui dit la monnaie est plus forte, si un club met plus d'argent sur toi, c'est que ils veulent qu'il y ait quelque chose en retour. C'est sûr que le suivi là-bas est différent de la France, je pense, parce que tout est fait en sorte pour que tu gagnes. Donc si le club fait tout en sorte pour que tu gagnes et que tu gagnes pas, bah là, ils vont faire du mal à te faire le chèque ou le virement à la fin du mois. C'est sûr que c'est différent parce que tu as une pression plus haute. C'est bien parce que tu vas à l'étranger, tout le monde te connaît, t'es médiatisé, tout ça. Mais tout le monde parle de la médiatisation. Mais si t'es médiatisé dans le mauvais et te dire que... Et quand ils disent dans les journaux ou à la télé qu'ils disent ouais, Tizi Walou il est nul, bah... Ouais, ça fait chier, ouais. Bah, c'est pas forcément... Tu dis, je vais là-bas, je vais te médiatiser, c'est bien, je vais avoir de l'argent et tout, mais si au final, tout ce qu'ils font pour toi, bah, t'arrives pas à cocher leur case de réussite et de succès, et que tu vas là-bas et que tu te fais démonter de partout, que ce soit sur les journaux, par les coachs, par les joueurs, par les anciens, par tout le monde. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant, mais... Après, il faut pas voir que le négatif, quoi, parce que sinon tu fais rien, quoi. Sinon tu restes en France, dans ton cocon, dans ta sécurité, et je pense que en tout cas les meilleurs joueurs français qui sont partis à l'étranger, ils savaient que ça se passait comme ça à l'étranger, mais ils sont quand même partis parce que c'est des compétiteurs et parce qu'ils voulaient eux aussi marquer leur nom dans l'histoire, je pense.
Et encore une fois, sans vouloir dénigrer le championnat de France, hein, qui est un très bon championnat, tu vois, mais très fort, enfin qui se renforce de plus en plus, mais ce serait mentir que de dire que les championnats étrangers sont pas plus forts, quoi. Non, c'est sûr, mais le championnat français, il est... Bah, tout le monde dit, je l'avais dit dans l'interview pour la Ligue, ouais, c'est un championnat tremplin et tout ça. Mais cette année, il y a des joueurs il y a des équipes et des joueurs qui sont vraiment au-dessus du niveau français. Et je pense que... Et bon, par exemple, on le voit, à chaque année, on le voit en Ligue des Champions, où nous, par exemple, moi, personnellement, quand on a joué contre Lublin, j'ai vu la différence, quoi. Je me dis, ce match-là, je sais que c'était un match important pour moi parce que j'ai toujours désiré de jouer à l'étranger, de jouer dans les meilleurs championnats du monde, dans les meilleurs clubs du monde. Et j'avais envie de voir si à mon âge, à 18 ans, actuellement, si j'étais en capacité ou si je me sentais capable de jouer contre ces équipes-là tous les week-ends et tout le temps, et d'être confronté à ces joueurs-là tous les jours à l'entraînement, tous les jours, tout le temps, les croiser, être... Vraiment, c'est... Ah, c'est très précis, hein. Non, ça, je le laisserai de ouf. Non, mais j'ai pas compris. Du coup... Yes, mais j'ai compris le fond du propos. Du coup, voilà. Eh ben écoute, on va passer à la dernière partie, tie-break. Là, c'est un peu particulier parce que c'est... t'as le droit de répondre que par oui ou par non. Okay. Je te pose une série de questions et t'as le droit de répondre que par oui ou par non. Est-ce que quand on est élu meilleur passeur et MVP des championnats d'Europe, on peut prendre la grosse tête? Oui. Est-ce que ça a été le cas? Non. Est-ce que c'est dur de faire les bons choix de carrière? Oui. Très très dur. Est-ce qu'on a peur d'échouer si on change de pays? Oui. Est-ce que c'est dur d'envisager de partir à l'étranger quand on a 19 ans? Oui. Est-ce qu'on parle déjà un peu italien? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a installé Duolingo? Oui. Te chiamo Paolo. Mais quel moins lire. C'est tout. Ça t'a plu? Oui, très. J'ai adoré. Est-ce que t'as des gens que tu voudrais... on arrive à la fin. Est-ce que t'as des gens que tu voudrais remercier sur ton parcours? Pour le moment, sur mon parcours, les gens que je voudrais remercier, c'est d'une, ma famille. Je pense que tout le monde dirait la famille. C'est une réponse facile, mais qui est au final qui est très importante. On a beaucoup parlé de ma famille, mes parents, pas trop de mes frères, parce qu'ils n'ont pas été trop dans le milieu du volley, même s'ils regardent tous les matchs, ils sont toujours là à me soutenir. Donc ma famille, mes amis, avec qui je parle tout le temps, avec qui je joue l'été en équipe nationale, ou avec qui je joue en club, ou même avec qui je joue plus, avec qui on était ensemble au pôle, mais qu'on continue à garder en contact. Ils viennent voir quand ils peuvent, ils me demandent des places quand ils peuvent venir voir les matchs, quand c'est dans le sud ou quoi. Les coachs qui ont eu qui ont cru en toi, quoi. Ouais, voilà, qui ont eu le flair et qui ont cru en moi et qui m'ont donné la chance de jouer, que ce soit le coach de Tourcoing actuellement, Dorian Rougeron, qui me fait confiance, tout le club de Tourcoing qui me fait confiance, qui ont réussi, qui ont eu les qui ont eu les couilles entre guillemets de vouloir me faire jouer titulaire. Le coach de Montpellier, l'italien l'an dernier, Lorenzo, qui m'a fait jouer, même s'il avait avec Montpellier ils ont pas de problème avec l'argent, je dirais, qui ont pas de problème avec le budget, et il aurait pu dire pour la sécurité, parce qu'à Montpellier il y a des gros comment dire, des attentes. Il y a des attentes, voilà, des grosses attentes. Donc il aurait pu jouer la sécurité et dire j'ai envie de prendre un joker médical, un ancien passeur qui sait comment ça marche et tout, mais qui m'a laissé jouer quand même, qui m'a laissé progresser, et qui a eu confiance en moi et tout ça, et qui voulait me faire jouer toute la saison, même si il y a eu des soucis internes. Bon, je pense que pour moi, c'est bon. Il y a pas mal de remerciements déjà. Moi, je te remercie aussi. Alors, pour donner un peu de détails, je t'avais envoyé un message et je t'avais dit, bon, t'es chaud, je tente un nouveau format et tout. Tu m'avais répondu mot pour mot. Bon, quoi que tu fasses, je suis chaud. Donc, ça fait plaisir. Ça m'a touché en vrai. Parce que ça, je l'ai jamais dit. Mais un jour, je me suis toujours dit, j'aimerais trop qu'il y ait un mec qui commence le volley en regardant mes vidéos. Alors, toi, c'était pas ton cas. Mais et un jour, ils viennent me voir et ils me disent, putain, j'ai commencé en regardant ta vidéo, maintenant je suis en équipe de France, tu vois.
C'est pas ton cas, mais ça m'a fait plaisir Mais que j'ai tu regardé, me dises... j'ai regardé ta première vidéo avant d'être en équipe de France. Et ça, c'est beau. Donc merci beaucoup. J'espère que le format vous a plu. C'était un premier épisode que je peaufinerai au fur et à mesure des épisodes. Dites-moi qui est-ce que vous voudriez voir. Et ben merci d'avoir suivi. J'espère que les gens sont restés jusqu'au bout quand même. J'espère. Merci beaucoup et ben à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.